Bonjour à tous et à toutes en ce mercredi 30 août où je voulais venir parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement et puis de mes lectures en cours. Alors, j'ai lu dernièrement le tome 3 de la saga des Casalets, donc intitulé Confusion, ce tome 3, donc la saga des Casalets d'Elizabeth Chen Howard. Alors j'avais bien aimé les tomes 1 et 2 de la saga, mais là j'ai vraiment adoré ce tome 3. Alors nous sommes désormais en 1942 et la guerre est bien installée en Europe et cette guerre a chamboulé la vie de chaque Anglais. Alors la famille Casalet, elle vit désormais quasi au complet dans la maison de campagne des grands-parents où ils sont entassés les uns sur les autres, donc dans la maison de campagne dans le Sussex. Les tantes, elles aident aux tâches ménagères parce qu'une partie du personnel a été mobilisée pour la guerre et elles apportent aussi leur soutien aux aînés de la famille qui commencent à décliner ou encore aux blessés de guerre dans les hôpitaux de guerre à proximité. Les oncles, quant à eux, sont enrôlés ou alors exemptés pour la surveillance de l'entreprise familiale de bois, puisque l'État aura besoin de beaucoup de bois après le conflit. Donc l'entreprise est protégée, il faut essayer de l'épargner, les entrepôts en fait, il y a de nombreux entrepôts sur les bords de la Tamise, et le but c'est de les préserver des raids aériens allemands qui sont très très nombreux sur Londres. Alors dans cette maison du Sussex, l'ambiance est un peu morne et les enfants qui sont très nombreux, puisqu'il y a il y a trois couples qui ont chacun 3-4 enfants, donc les enfants vivent ensemble, ils s'ennuient un peu. Les filles, elles étudient avec la vieille préceptrice de la famille qui est une Miss Millicent, qui est une femme célibataire ultra cultivée, aux habits qui sentent un peu le moisi. J'adore ce personnage. Les garçons, quant à eux, ils continuent à aller en pension, tout du moins pour les grands, pour les adolescents. Bref, c'est un peu morne comme ambiance, le temps est à la débrouillardise, à l'économie à cause des rationnements, c'est un temps aussi où à cultiver son potager, à aller chercher son eau et son bois. L'amorosité et l'angoisse sont plutôt présentes, d'autant que certains personnages vont vivre de sacrés drames. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome 3, donc comme je disais, encore plus que le premier et le second. On suit particulièrement ici la vie et les pensées de Polly et de Clary, qui sont deux cousines et qui sont très proches, très amies. Alors elles ont maintenant 17 ans, elles s'ennuient pas mal à la campagne et elles n'aspirent qu'à prendre leur autonomie, à vivre ensemble et à étudier à Londres, ce qui, on le verra, leur sera permis. Elles vont retrouver à Londres Louise, leur cousine qui est un petit peu plus âgée qu'elle, Louise dont la vie a pris un sacré tournant. Tous les personnages vont bien évoluer, tous sont très fouillés, il y a pas mal de surprises, joyeuses ou parfois beaucoup moins. Ce tome 3 m'a vraiment emballée et interrompre ma lecture était assez difficile, j'étais vraiment plongée dans la vie de ce petit monde. Alors cette plongée dans Londres durant la Seconde Guerre mondiale était aussi vraiment très intéressante. La vie, elle y était certes très dangereuse, mais il y avait aussi une sacrée vie culturelle et festive, alors bien alimentée par les très nombreux soldats américains sur place. C'était très très intéressant de se plonger dans cette ambiance londonienne durant la Seconde Guerre mondiale. En plus, tout cela paraît vraiment très authentique parce que l'auteur qui a écrit la saga dans les années 80 et qui est décédée elle-même en 2014, elle a vécu à Londres durant cette période, donc c'est vraiment du vécu, c'est vraiment authentique. Et puis, comme cette saga a été écrite dans les années 90, je trouve, et aussi ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on est vraiment épargné par les sempiternelles grandes thématiques vraiment tendance à la mode de notre temps, que l'on retrouve très souvent accommodées à toutes les sauces, et que les auteurs actuels de fiction historique
je trouve qu'assez souvent, ils ne peuvent pas s'empêcher de placer ces grandes thématiques un peu tendance. Voilà, même parfois, je me demande même quand je les lis si c'est pas même la maison d'édition qui leur demande de leur placer. Bref, là, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas du tout ça et ça fait un bien fou. Alors, et pourtant, eh bien, les thématiques sont bel et bien traitées, notamment la thématique de la liberté de la femme, de l'homosexualité. Il y a aussi des notions de harcèlement scolaire qui sont abordées de façon très très pertinente dans ce tome 3 de la saga des Casalets. Comme pour les 2 tomes précédents, l'écriture est délicieusement vintage, mais pourtant pas du tout désuète. C'est très malicieux. La trame narrative est plutôt incroyable. Jamais on ne se perd dans l'histoire et dans l'histoire de chacun de ces très très nombreux personnages. Vraiment, c'est une immersion historique que j'apprécie beaucoup. L'ambiance très british, pareil, et je me suis vraiment régalée avec ce tome 3. J'attends avec impatience la sortie en poche chez Folio toujours du tome 4. C'est dans un peu plus d'un mois, le 5 octobre prochain. J'avoue, j'ai failli craquer pour le tome 4 que j'ai vu en brochet d'occasion il n'y a pas très longtemps. Mais bon, 18 € en occasion, ça faisait vraiment cher, surtout que j'aurais également craqué pour le dernier tome, le tome 5. Donc ça montait quand même au niveau des frais. Donc j'ai préféré attendre la sortie en poche à venir du tome 4, et en plus ils sont très jolis, ça fera une belle collection dans ma bibliothèque. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la saga des Casalets, je recommande vivement. Seconde lecture dont je voulais parler, c'est un roman d'Asako Yusuki, Le beurre de Manako. Donc Asako Yusuki, a priori, est une écrivaine japonaise très très en vogue au Japon ces dernières années. Je ne connaissais pas du tout. C'est un roman qui est paru en France en avril 2023 et que j'avais trouvé d'occasion il n'y a pas très longtemps. J'en parlais dans un book haul, l'avant-dernier book haul, je crois. Bref, ça y est, je l'ai lu et c'était pas trop mal. Alors, on suit dans ce roman Rika, qui est une jeune journaliste célibataire aux dents longues, une travailleuse acharnée qui se démène pour essayer d'obtenir une interview d'une certaine Manako, qui est une détenue en attente de procès. Alors Manako, elle est accusée d'avoir assassiné 3 de ses amants, des hommes qu'elle adorait chouchouter en leur concoctant de délicieux petits plats. C'est une fan de cuisine. Alors cette affaire de l'assassinat de ces 3 amants avait fait grand bruit. Je crois d'ailleurs que c'est inspiré d'un fait réel. Ça avait fait en tout cas grand bruit parce que Manako est une femme très enrobée, qui aime la bonne chair, qui est passionnée de cuisine, qui tient un blog culinaire, qui n'est pas mariée et qui mène une vie amoureuse libre. Bref, c'est une femme absolument pas conforme aux normes de la féminité japonaise et elle est détestée par la plupart des femmes japonaises. Donc Manako est emprisonnée en attente de son procès et elle refuse toutes les interviews des journalistes, mais cette fois-ci, elle va accepter la demande de Rika. Toutefois, en mettant ses conditions, elle va demander à Rika de se plier à ses demandes de découverte culinaire. Elle va vouloir lui faire découvrir des petits plats. Alors, bien que Manako se montre quand même assez intrusive lors de la première rencontre en prison, eh bien Rika accepte ses conditions et accepte d'aller goûter les recommandations culinaires que lui fait la détenue. Donc notre journaliste Rika, qui d'habitude ne se nourrit que de plats préparés, eh bien elle va découvrir la saveur des bons produits recommandés par Manako, dont notamment le beurre de luxe, le beurre salé de luxe. Elle va se mettre à cuisiner et elle va y prendre goût. Cependant, elle va prendre quelques kilos et se mettre à subir de nombreuses remarques sur sa nouvelle silhouette. Grâce à Manako, qui pourtant semble la manipuler, Rika va prendre conscience de l'ampleur des injonctions de la société japonaise envers les femmes.
Cette relation entre Rika et Manako, une relation assez forte, va aussi avoir un impact important sur le lien entre Rika et sa meilleure amie. Les deux femmes, qui sont toutes les deux fascinées par Manako, eh bien on se demande si elles sont à des tournants de leur vie ou si elles sont complètement manipulées par cette présumée meurtrière. Il y a toute une intrigue autour de ça. Et également une intrigue qui va se mettre en place autour de la culpabilité ou non de l'accusé. Toutes les deux, Rika et sa meilleure amie, vont être envoûtées par la personnalité de Manako, qui va remuer leur propre histoire, leur propre personnalité. Et elles vont décider de se plonger dans l'histoire personnelle de Manako pour en savoir plus sur elle. Elles vont rencontrer sa famille, elles vont approcher les gens qu'elle a pu fréquenter. Bon, alors la plume, elle est vraiment limpide et agréable. La plongée dans les rigidités, les paradoxes de la société japonaise contemporaine est plutôt intéressante. Le suspense, ou plutôt les suspens, parce qu'il y en a quand même plusieurs, sont bien menés, mais il y a vraiment des longueurs qui parfois créent un petit peu de confusion. Alors l'auteur, je trouve qu'elle a fortement étiré son texte par une quantité très importante de descriptions culinaires. Alors intéressante, mais qui en fait apporte très peu à l'histoire. C'était bien d'en avoir, ça donne du goût, ça donne presque de l'appétit sur certains plats, mais franchement, il y en a beaucoup trop. Ça devient lassant et ça noie l'intrigue principale, déjà qu'elle n'est pas très claire. La notion d'amitié entre les deux amis, elle est également pas mal étirée aussi, et au bout d'un moment, j'étais assez perdue. Je m'interrogeais sur la nature réelle de ce roman. Je me demandais si c'était du feel-good ou du suspense, ou si c'était juste un roman sociologique, ou si c'était pas un peu de tout ça pour essayer de plaire au plus grand nombre. Et comme je n'aime pas le mélange des genres et encore moins le feel-good, eh bien en fait, je m'y suis assez peu retrouvée dans ce roman. Au final, le seul truc que je trouvais vraiment intéressant, à savoir la perception et la place des femmes hors normes dans la société japonaise actuelle, j'ai trouvé ça finalement assez peu creusé et tout juste effleuré. Bref, du coup, c'était une lecture pas franchement désagréable, mais quand même que j'avais hâte de terminer et qui m'a plutôt ennuyée, d'autant que le roman fait plus de 500 pages. Donc voilà pour Le beurre de Manako d'Asako Yusuki. Au niveau de mes lectures récentes et de mes lectures en cours, j'ai lu très récemment, j'ai terminé il y a peu, Âme brisée d'Akira Mitsubayashi. Et alors au contraire de l'emballement général pour ce roman, j'ai été un peu déçue. Malgré la très belle et très touchante histoire, j'ai été un petit peu déçue, je suis un peu restée sur ma faim avec ce roman, mais j'en parlerai je pense lors du prochain point lecture. Je lis en ce moment, le tout dernier roman de l'auteure coréenne Han Kang, donc Impossibles adieux, un roman qui est paru chez Grasset en août, là, le 23 août. Un roman qui nous raconte l'histoire d'une femme qui se rend dans la maison de son amie sur une toute petite île coréenne afin de s'occuper de son oiseau qu'elle a dû laisser en plan, puisque en effet cette amie a été hospitalisée d'urgence à Séoul suite à un grave accident. Alors sur cette île où va arriver son amie, c'est une île où ont été commis de nombreux massacres de civils à la fin des années 40, et le roman va faire ressortir toute une mémoire traumatique qui jusque-là était vraiment très enfouie dans l'âme des habitants. L'écriture est très belle, l'histoire est plutôt noire, mais j'aime beaucoup. Alors Han Kang, c'est l'auteur de La Végétarienne, un roman coréen très fort sur l'anorexie mentale et le traitement de l'anorexie dans les familles traditionnelles coréennes. Un roman très fort, assez dur, très beau, qui m'avait beaucoup marqué. Un roman que je recommande. Donc voilà, Impossibles adieux. J'en suis aux 3/4. C'est plutôt une bonne lecture. Et comme Impossibles adieux, c'est pas trop, c'est assez lourd quand même. C'est pas une lecture à lire le soir au coucher. Donc j'ai réouvert
Et je lis avant de dormir le journal de Julie Manet et que je lis depuis 4 ans en fait, hein, à petites goulées, tout doucement. C'est un réel bonheur de suivre le roman, la plume, le journal intime de cette jeune fille si intelligente, pleine de talent et d'humour, de la suivre, de la voir évoluer entre en gros ses 17 ans et ses 20 ans dans le monde artistique de la fin du 19e siècle, de suivre ses balades et ses moments d'amusement avec Renoir, qui était un grand ami d'elle-même et de ses parents décédés. On la voit aussi fréquenter les Mallarmé. Je savoure donc ce livre, les pages de ce journal intime à petites goulées depuis 2019, puisque j'avais acheté ce livre à l'exposition consacrée à Berthe Morisot, donc qui est la mère de Julie Manet, lors de l'exposition qui était consacrée à Berthe Morisot au musée d'Orsay en 2019. C'est une lecture délicieuse, ce journal de la jeune Julie Manet, une plongée passionnante dans la France sous la Troisième République et une rencontre inédite avec plein de peintres et d'écrivains. Je recommande chaudement à tous les fans d'art et de littérature et de l'époque du 19e, fin 19e, début 20e. Voilà pour mes lectures récente. J'espère que ce petit point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous-même vous lisez en ce moment, ce qui vous plaît, si vous avez découvert des nouveaux auteurs, si vous avez commencé à lire un peu certains romans de la rentrée littéraire. Moi, j'ai juste lu le Han Kang pour le moment et j'essaye de me faire un petit budget pour m'acheter 2-3 romans qui viennent de sortir, dont le Amélie Nothomb et très certainement le Louise Erdrich, qui va sortir début septembre. Bref, n'hésitez pas à commenter, voilà, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, toujours un énorme plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt.